Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce vendredi 16 septembre. Le ministre d'État a donné aujourd'hui sa traditionnelle conférence de presse de rentrée, l'occasion d'aborder notamment les objectifs et les enjeux stratégiques de la principauté. Plus de détails à venir dans quelques instants avec Sandrine Nègre. Un été sous haute surveillance, quels sont les défis que le centre hospitalier Princesse Grace a dû relever ces derniers mois et les projets à venir en cette fin d'année? Le directeur du CHPG, Benoît Trousseau de Sévelinges, sera notre invité ce soir. Une nouvelle ère s'ouvre à l'Opéra de Monte-Carlo. Cécilia Bartoli prendra la direction de cette institution monégasque en 2023. Elle vient de dévoiler le programme à venir, une première saison lyrique posée sur l'histoire, mais aussi tournée vers l'avenir. Cécilia Bartoli nous en parlera dans ce journal. Musique toujours avec ce concert hommage à la Princesse Grace, 40 ans après sa disparition. Un concert de musique traditionnelle irlandaise dirigé par David Brophy. Et puis du sport avec la défaite de l'AS Monaco 1-0 en Europa League hier face aux Hongrois de Ferencváros. Et un début difficile pour l'équipe de Monaco face au Liban en Coupe Davis. Je vous le disais en titre, le ministre d'État a reçu plusieurs journalistes de la Principauté aujourd'hui pour une conférence de presse de rentrée. Bonsoir Sandrine Nègre, vous avez assisté à cette rencontre. Quels ont été les principaux sujets abordés, Sandrine ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Eh bien, c'est tout d'abord le contexte économique qui était à l'ordre du jour. Vous le savez, dans ce domaine, le contexte à l'international est plutôt difficile avec un taux d'inflation que l'Europe, globalement, n'avait plus atteint depuis le début des années 80. Monaco n'est pas coupé du monde, bien sûr, mais plusieurs signes en principauté révèlent que l'on peut rester optimiste, raisonnablement, bien évidemment. Lesquels? Écoutons le ministre d'État à ce sujet, Pierre Dartout. D'abord, nous avons vécu une saison d'été tout à fait remarquable en ce qui concerne les secteurs économiques de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce. Et c'est quelque chose de très très bien. Et ça nous permet effectivement d'enrichir notre budget. Et comme je l'ai indiqué, le budget rectificatif de l'année 2022 sera présenté avec un excédent de 8,8 millions d'euros. Et que pour autant, cela ne nous empêchera pas, au contraire, de prévoir quelque chose auquel le souverain tenait tout particulièrement, à savoir de rattraper l'érosion du pouvoir d'achat due à l'inflation, notamment pour ce qui concerne les fonctionnaires de la principauté, ceux qui travaillent au sein du gouvernement et ceux qui travaillent au CHPG, par exemple, et un rattrapage qui se traduira par une augmentation de la rémunération à compter du 1er septembre à hauteur de 3,5%. Vous venez de l'entendre, revalorisation pour les salaires des fonctionnaires, revalorisation qui concerne également les agents de l'État. Sachez que les primes de fin d'année Carlo vont aussi connaître une amélioration. Exemple très concret, si vous aviez perçu une prime par exemple de 650 €, elle passera à 850 ou 650 contre 500 € l'an dernier, Émilie. Des nouvelles positives donc pour les fonctionnaires et les agents de l'État. On l'aura compris, l'économie a donc été grandement abordée lors de cette conférence. Autre thème d'actualité, Sandrine, c'est celui de l'énergie. Oui, à ce sujet, la vision efficace de la SMEG a été saluée, mais cette crise énergétique, accentuée par la hausse du prix de l'électricité et du gaz, impliquera la prise de plusieurs mesures sur le sol monégasque qui seront prochainement annoncées. Il en sera aussi appelé à la responsabilité de chacun, car l'objectif commun sera de nous mobiliser pour parvenir à une maîtrise des énergies utilisées. Pour ce qui nous concerne, la décision sur le taux d'augmentation effective de l'électricité n'est pas encore été prise, mais bien évidemment, ça s'inscrira dans cette démarche à la fois de vérité, parce qu'il y a une augmentation du prix à la base, mais également une volonté de compenser par le budget les hausses très élevées. C'est ce qu'on appelle le bouclier énergétique. Voilà pour ce qui concerne, Émilie, le domaine de l'énergie. Et au cours de ce rendez-vous, il aura aussi été question de logement. Oui, du plan national du logement exactement. Il comprend plusieurs opérations. Il s'agit d'une priorité. Il constitue d'ailleurs le premier poste de dépense en matière d'investissement, 208 millions d'euros pour cette année. J'affirme que le déroulement du plan, sa mise en œuvre, se fait dans de très bonnes conditions.
nous aurons construit 1690 logements nouveaux dans le cadre du PNL. Et je dirais, alors en vous expliquant la subtilité, qu'il y a 1416 logements nets. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre 1690 et 1416? Ça veut dire qu'il y a à peu près 274 de différence. Les 274, c'est les logements qui seront réservés à des personnes qui ont perdu leur logement du fait de la construction des projets. Donc en net, ça veut dire qu'on pourra accueillir 1416 familles dans le cadre dans le cadre du plan national de logement. Économie et finances, énergie, logement. Il a aussi été question du conflit russo-ukrainien. 46 élèves déplacés ukrainiens sont scolarisés en principauté pour cette année 2022-2023. Enfin, il est avec nous depuis plus de 2 ans. Je veux bien sûr vous parler du Covid. Les masques sont tombés depuis un bon moment, mais il faut continuer à respecter les gestes barrières. Et en raison d'une très légère hausse du taux d'incidence, le ministre d'État indique qu'il faut toujours rester vigilant. Prudence donc, même si le contexte paraît favorable. Merci Sandrine Legge pour ce retour sur la conférence de presse du ministre d'État. Et puisque vous parlez santé, nous avons voulu prendre des nouvelles ce soir du centre hospitalier Princesse Grace et de son personnel de santé. Lourdement éprouvé après la pandémie de Covid-19, le CHPG reste en ordre de marche malgré la conjoncture actuelle. Il poursuit ses missions et relève de nouveaux défis. Son directeur est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Benoît Trousseau de Sévelinge. Bonsoir Émilie Rousseau. Avant d'évoquer la rentrée au CHPG, un mot tout d'abord sur l'été au centre hospitalier. S'est-il passé sereinement cette année ? Par rapport aux dernières années qu'on a connues avec les différentes vagues Covid, on peut dire que oui. Ça avait pourtant bien mal commencé avec cette fameuse variole du singe, mais on n'a pas été particulièrement touché, ni par l'une ni par l'autre de ces épidémies. L'été a été très calme, la rentrée est demeurée calme, on avait gardé quand même quelques précautions. Il est désormais temps d'assouplir les règles et de reprendre la vie à l'hôpital, donc c'est le retour des associations, le retour des bénévoles avec ou sans passe sanitaire et puis surtout la réouverture des visites. Alors on va garder quand même des nombres de visites limités, mais par contre il n'y aura plus besoin ni de faire de tests ni de présenter une attestation vaccinale. Il y a tout de même plusieurs axes qui vous ont mobilisé cet été. Je pense notamment au déménagement du Cap Fleuri. Oui, tout à fait. Alors ça a été serein, mais on ne s'est pas ennuyé. À la mi-juin, nous avons emménagé nos 76 résidents dans le nouveau Cap Fleuri. C'était un grand bonheur puisque c'est un projet qui est en route depuis 2013. Donc 9 ans, on était ravis de pouvoir le concrétiser. Donc ça nous a pas mal mobilisés du côté de la filière, d'autant plus que l'on a fait ça dans un contexte que l'on a tous connu, de canicule. Et nous faisons particulièrement attention à nos résidents dans ces contextes-là, puisque la canicule est un facteur qui est de nature à les affaiblir beaucoup. Vous parlez des résidents, mais le personnel de santé a été aussi durement éprouvé pendant la crise sanitaire. Comment vont-ils? Quel est leur moral actuellement? Est-ce que vous travaillez aussi sur ça pour remobiliser vos équipes? Le moral est bon. En revanche, les inquiétudes sont là. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. La pénurie de la démographie des professionnels de santé, c'est une évidence. En Europe, en France et également à Monaco. Et il est devenu plus difficile de recruter et donc de remplacer le personnel lorsqu'il part à la retraite ou qu'il est absent pour maladie. Donc on a travaillé beaucoup cet été avec le gouvernement princier à la transposition du dispositif français Ségur de la santé. Ça a abouti à plusieurs volets. Le premier en termes de rémunération, puisque c'est une revalorisation des rémunérations de l'ensemble des personnels de santé, qu'ils soient soignants ou non soignants. Et un deuxième volet qui est beaucoup plus hospitalier, celui-là. On a travaillé beaucoup cette année sur l'amélioration des conditions de travail et de la cohésion. Donc ça passe par une réorganisation des horaires. On travaille également à la cohésion. Grâce à un donateur, John Christadoulou, nous avons pu créer un espace fitness. Donc tous les jours, 1 à 3 fois par jour, il y a des cours collectifs qui sont offerts. C'est également l'occasion d'organiser des cours de cuisine. Et puis de manière un petit peu plus rigolote, c'est aussi la reprise des activités associatives, dont la chorale de l'hôpital. Et j'espère pouvoir vous inviter prochainement à un spectacle. Cohésion, attractivité. Benoît Rousseau de Sévelinge, vous l'avez mentionné, il y a un manque de personnel dans les hôpitaux. Est-ce que ça a impacté le CHPG dans son organisation ?
Au sein de l'établissement, on a pu tenir, on n'a pas eu besoin de fermer de lits de médecine. Et c'est exceptionnel parce qu'il y a très peu d'hôpitaux en France qui ont pu tenir de cette manière-là. En revanche, on a été impacté par les phénomènes qu'il y a autour de nous. Donc le phénomène de pénurie des professionnels de santé, évidemment, il ne touche pas que le CHPG. Mais surtout, vous avez pu lire dans la presse la régulation des arrivées aux urgences par le SAMU, qui est désormais de mise et qui est désormais de mise au CHU de Nice. Ça a forcément eu un impact avec un report d'un certain nombre de patients sur les urgences de la Principauté de Monaco. À côté de ça, la médecine libérale en ville, que ce soit à Monaco ou dans les communes limitrophes, est assez limitée. On sait qu'on manque de professionnels et surtout ces professionnels ont eu beaucoup de mal à trouver des remplaçants. Donc là aussi, c'est une demande de soins qui s'est reportée sur l'hôpital. Ce qu'on a constaté, c'est une explosion des demandes de consultation de spécialistes, notamment au mois de juillet. C'est un accroissement très important des passages aux urgences et notamment aux urgences pédiatriques, puisqu'on a 45% de passages de plus qu'en 2019, qui était notre plus fort taux d'activité. Donc je salue l'engagement de ces professionnels qui sont toujours au rendez-vous et que je suis extrêmement fière de pouvoir diriger. Cela fait partie des grands défis de la rentrée, parmi tant d'autres, j'imagine, Benoît. Tout à fait. À la rentrée, là, il s'agit maintenant de concrétiser tous ces accords sur la rémunération des personnels et puis également de lancer d'autres projets. Là, on va travailler dans les semaines à venir sur la sécurité, donc la sécurité du médicament. On va aussi lancer un exercice de cybersécurité dans l'établissement début octobre. Et puis, de manière plus classique, on participera bien évidemment cette année encore à Octobre Rose, donc prévention du cancer du sein pour la femme. Et nous lançons également un centre du sein, donc le Breast Center, qui permettra de faire une journée diagnostique autour de ça et surtout une filière dédiée à l'endométriose. Donc on souhaite être présente auprès des associations féminines notamment pour qu'elles nous aident à faire de la pédagogie et puis surtout à faire connaître ces problématiques et la manière dont on peut les prendre en charge. Oui, d'où l'importance de communiquer aujourd'hui. Merci infiniment, Benoît Trousseau de Sévelinges, d'avoir été avec nous pour évoquer la rentrée du centre hospitalier Princesse Grasse. Merci. Merci, bonne soirée. Restons dans le domaine médical. Les rentrées s'enchaînent un peu partout à Monaco en ce mois de septembre. Ce jeudi, c'était au tour de l'Institut de formation en soins infirmiers et d'aides-soignants d'accueillir sa nouvelle promotion. Yannick Debever et Horacio Gagino étaient au CHPG pour découvrir ces nouveaux étudiants qui ont fait des soins hospitaliers leur vocation. Top départ pour la cinquantaine de nouveaux étudiants en soins infirmiers et aides-soignants. En compagnie du ministre des Affaires sociales et de la Santé, la directrice du centre hospitalier Princesse Grasse a tenu à souhaiter la bienvenue à ces nouvelles promotions en insistant sur le terme de famille. C'est une famille qui se veut dans la bienveillance pour le patient. Il y a la notion de la rigueur dans cette famille, la notion de pousser toujours à l'excellence, à se remettre en question. Ça, on le ressent bien, on le partage. C'est rassurant et je trouve ça très cohérent déjà avec l'encadrement qu'on a. C'est vrai qu'on se sent déjà chouchouté, privilégié dans des classes qui ne sont pas surchargées. Nous, on n'est que 19 dans la promotion, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc c'est vraiment une formation individualisée où l'humain est vraiment mis en avant et on est soutenu. Et donc je retrouve cet aspect familial. Pour la plupart, ces métiers d'infirmiers ou aides-soignants sonnent comme des vocations. Pour cette raison, c'est avec un grand bonheur que la cinquantaine d'étudiants attendaient avec impatience cette rentrée. J'ai choisi ce type d'études parce que déjà, il y a le contact au patient qui est essentiel pour moi. Je veux travailler dans l'aide à la personne. Donc j'ai choisi ce métier c'est une vocation pour moi. J'ai toujours baigné dans le milieu médical depuis tout petit, donc j'ai toujours su que je voulais travailler dans le milieu hospitalier. Et j'adore vraiment ce métier infirmier parce qu'on est vraiment auprès du patient. Donc c'est vraiment un milieu très basé sur le relationnel, l'aide et c'est tout ce que j'aime faire en fait. Cette année, ils sont donc 19 dans la promotion aide-soignants et 32 en soins infirmiers. Des chiffres constants au fil des années qui démontrent un intérêt intact et même grandissant pour ces métiers. Une conséquence notamment liée à la crise de la Covid-19. C'est vrai que ça fait réfléchir, on a pris conscience de choses qu'on ne pensait même pas que c'était possible. Et donc vraiment ça a encouragé cette idée-là de se lancer dans cette carrière et de pouvoir apporter mon aide aux personnes qui en ont le plus besoin. Avec 2400 heures en cours et autant en stage, ces apprentis soignants toucheront du doigt très rapidement le cœur de leur passionnant métier.
Une page se tourne à l'Opéra de Monte-Carlo. Après 15 ans passés à la tête de l'institution monégasque, Jean-Louis Grinda cédera sa place à Cecilia Bartoli en 2023. Une passation de pouvoir harmonieuse, amicale et professionnelle, comme nous avons pu le constater aujourd'hui lors de la conférence de présentation de la saison 2023. José Sacré vous dévoile le programme de ce voyage musical qui couvre 3 siècles d'histoire. Puis nous rejoindrons Cecilia Bartoli à la salle Garnier juste après. Alcina de Handel avec Cecilia Bartoli, Philippe Jarouski et les musiciens du Prince. Le Stabat Mater de Rossini dans le cadre d'un concert de chœur. Andrea Chénier de Giordano avec Jonas Kaufmann. Un récital de piano de Daniel Barenboim, la Traviata de Verdi mise en scène par Jean-Louis Grinda, les Noces de Figaro avec le chœur et l'orchestre du Staatsoper de Vienne sous la direction de Philippe Jordan, le Barbier de Séville avec Cecilia Bartoli, les musiciens du Prince dans une mise en scène de Rolando Villazone et l'Orfeo de Monteverdi interprété par la 2 fois centenaire compagnie de marionnettes milanaise Carlo Cola et Figli. Tel est le programme de la prochaine saison de l'Opéra de Monte-Carlo, présenté ce vendredi 16 septembre par Cecilia Bartoli, la nouvelle directrice de la salle Garnier, entourée de ses principaux collaborateurs et de Jean-Louis Grinda, à qui elle succédera le 1er janvier prochain. Vraiment, c'est une saison tout à fait exceptionnelle, à la hauteur des attentes que l'on pouvait légitimement avoir avec la venue de Cecilia Bartoli, mais je pense vraiment que tout le monde sera très très heureux en principauté. Ce que je souhaitais avant tout, c'est qu'un artiste me succède à la direction de ce théâtre. Gainsbourg était un artiste, mon père qui a dirigé ce théâtre était un artiste, John Morler était un artiste également, parce qu'il a été directeur artistique chez Decca, la plus grande maison de disques au monde à ce moment-là. J'ai la faiblesse de penser que je le suis un petit peu. Il est important que les institutions culturelles soient dirigées par des artistes, car les artistes savent jusqu'où on peut aller trop loin. Et c'est ça que les spectateurs attendent. Ils n'attendent pas la banalité, ils n'attendent pas quelque chose de conforme. Les gens attendent, et c'est normal, l'exceptionnel. Et en même temps, dans le direct que représente l'opéra, l'exceptionnel, il peut y avoir encore plus exceptionnel certaines soirées un peu moins. C'est notre métier, mais voilà, c'est tout ce que nous cherchons, nous, à apporter, et c'est ce que Bartoli va apporter de façon magistrale. Et nous sommes dans cette mythique salle Garnier avec la nouvelle directrice de l'Opéra de Monte-Carlo. Bonsoir Cecilia Bartoli. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici et j'imagine beaucoup de souvenirs pour vous dans cette salle. Hein. Oui, des souvenirs magnifiques. Là, je me souviens quand je chantais la première fois ma Rosine dans le Barbier de Séville, j'avais 22 ans. C'était l'ancien directeur John Moore qui m'avait invitée. Et c'était un moment, je ne pouvais pas le croire. Quand je suis arrivée dans ce théâtre, j'étais toute jeune. Je me suis dit, mais ça, c'est magnifique, c'est un rêve. Parce que c'est la proximité, c'est pas seulement la beauté du théâtre, mais aussi le fait que le public, on est tellement proche du public, on a l'impression de le toucher, exactement. Non, c'est magique. Et l'histoire de ce théâtre, c'est incroyable. Tous les plus grands artistes, ils se sont produits ici, de Chaplin, de Caruso, Gigli, enfin, Tebaldi. Historiquement, c'est aussi un théâtre très, très important culturellement. Oui. J'imagine qu'il y avait beaucoup d'émotions ici aussi, aujourd'hui, à la présentation de votre première programmation en tant que directrice de l'opéra. Oui, j'étais très émotionnée, très émue, et en même temps, le fait que j'ai quand même, je travaillais à Strasbourg comme directrice aussi du Festival de Pentecôte, et pour plusieurs années, là, pour 12 ans, alors j'ai quand même l'expérience, c'est pour ça que je me suis dit oui, avec une telle expérience autrichienne, je me suis dit je suis prête pour le théâtre. Et quand M. Grinda, Jean-Louis Grinda, le directeur encore de ce théâtre, m'a proposé de devenir la directrice, j'étais étonnée parce que je me suis dit ah, mais c'est une blague, c'est en train de, parce que il est assez, comment dire, vivace, oui. Jean-Louis. Elle dit non Cecilia, c'est vrai, je pense que tu es la personne qui peut vraiment continuer cette belle tradition d'opéra. Et enfin, je dis, j'ai réfléchi beaucoup à tout ça et après je me suis dit bon, d'accord, je vais le faire, je vais prendre ce nouveau défi, oui.
Et cette première programmation, elle vous ressemble, Cécilia Bartoli? Il y a toujours un petit affect sur chaque opéra qui sera présenté ici dans cette salle Garnier. Oui, alors on va commencer avec l'Alcina d'Handel. C'est une œuvre, je pense, la plus belle opéra d'Handel, enfin avec Jules César, Arlio Dante, mais je pense que l'Alcina n'était jamais représentée, l'Alcina d'Handel à Monaco. Alors voilà, l'idée c'est un petit peu, c'est tradition et innovation. Innovation d'un point de vue répertoire, c'est-à-dire de faire des opéras qui ne sont jamais faits à Monaco, à la salle Garnier, mais aussi d'inviter des artistes qui ne sont jamais chantés à Monaco. Et c'est pour ça que je me réjouis de dire que Jonas Kaufmann va chanter Andrea Chénier pour la première fois sur la scène de Monaco. Le Staatsoper de Vienne, ils vont venir avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne pour les Noces de Figaro de Mozart. Alors, le Mozart avec les plus grands mozartiens, on peut dire. Et puis le Barbier de Séville, on va faire une très belle production de Barbier de Séville avec Nicolas Laimo, avec les musiciens du Prince qui vont jouer sur des instruments d'époque. Enfin, il y a plein de belles surprises. C'était important aussi pour vous de vous appuyer sur les fondamentaux, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, les musiciens du Prince, le chœur aussi de l'opéra. Oui, exactement. Je pense que c'est très important de mettre en valeur l'importance des orchestres qui se produisent ici, de le chœur aussi, qui sont un chœur magnifique. Chacun a vraiment envie et passionné pour donner le mieux. Voilà. Nous en parlions avec José Sacré, notre spécialiste sur Monaco Info de la musique classique. Il m'a fait remarquer cette touche de baroque dans votre programme. Pas mal de baroque. C'est ça aussi votre souhait, de faire un petit peu plus de place dans la programmation? Plus de place dans la programmation, exactement. Parce que, et ça fait part un petit peu de l'innovation. Mais on va continuer quand même les opéras de la grande tradition italienne aussi, et française aussi. Alors, oui. Découvrons déjà cette première saison. On précise, la billetterie est déjà ouverte. Merci infiniment de nous avoir accueillis dans cette salle et puis bienvenue à Monaco. Merci, merci beaucoup. Merci mille fois. Retour à présent sur cet hommage en musique à la princesse Grace disparue il y a 40 ans. Un concert a été donné hier à l'Auditorium Régnier 3, un concert de musique traditionnelle irlandaise auquel a assisté José Sacré. Regardez. En présence du prince souverain, des hautes personnalités monégasques et des membres de la famille américaine du prince, un concert exceptionnel en hommage à la princesse Grace, disparue il y a 40 ans, a été donné jeudi 15 septembre à l'Auditorium Régnier 3. En première partie a été donné un concert de musique traditionnelle irlandaise par le groupe de Danann, dirigé par Frankie Devin. Puis l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de David Brophy, avec les violonistes Ciara O'Brien et Frankie Gavin, a interprété en création mondiale la Princess Grace Symphonic Suite de Frankie Gavin et Carl Hession, une œuvre en hommage aux origines irlandaises de la princesse Grace. First of all, Princess Grace was known as the Irish Princess. Her parents came from Newport in County Sligo. They moved to America, were very successful in Philadelphia, where Princess Grace was born. And I was intrigued by the whole story about Princess Grace. And I was fortunate enough to meet Prince Albert about 8 or 9 years ago. And I asked him, did anybody ever write a symphonic suite or symphony to honor his mother? And he said no. And I said, well, let me know if you'd like the idea and I'd love to be involved. And that's how it came about. À l'issue du concert, en présence du prince souverain, une réception a été donnée en l'honneur des artistes musiciens. Du sport à présent et du football avec la défaite de l'AS Monaco en Europa League hier. Les Monégasques se sont inclinés sur la plus petite des marques, 1-0 face aux Hongrois de Ferencváros. Une défaite qui les classe à la 3e place de leur poule avec 3 points. En tennis, Monaco a perdu ses 2 premiers simples face au Liban en Coupe Davis. Ce n'est pas forcément une entrée idéale dans la compétition, Frédéric Elion.
Effectivement, Émilie, première journée compliquée pour les protégés de Guillaume Couillard, mené 2-0 après les 2 premiers simples. Aujourd'hui, tout avait pourtant si bien commencé pour Valentin Vachereau, premier monégasque sur le court. Vainqueur d'un challenger en Thaïlande fin août, 262e mondial, son meilleur classement en carrière. Valentin est en pleine confiance et ça se voit dans le premier set, remporté facilement 6-1 face à Habib. Impérial sur ses jeux de service avec plusieurs jeux blancs, agressif, le monégasque dicte l'échange avec son coup droit, multiplie les coups gagnants et joue le revers de son adversaire pour provoquer des fautes directes. Dans la deuxième manche, les débats s'équilibrent, Adi Habib donne moins de points gratuits, Valentin Vachereau a moins d'opportunités sur les jeux de service adverses et à 5-4, le Libanais convertit une de ses 2 balles de break pour égaliser à 1-7 partout. Tenir là, c'est important. Et ça fait un 7 partout. Dans la manche décisive, Émilie, Habib se détache rapidement, 3-0, totalement en confiance. Il fait beaucoup plus de dégâts, notamment au service. 7 de ses 11 aces sont réalisés au 3e set. Valentin Vachereau a un peu plus de déchets dans son jeu, commet plus de fautes et s'incline en 3-7, 1-6, 6-4, 6-3. Dans le deuxième simple de la journée, Lucas Katarina a affronté le numéro 1 libanais, Benyamin Hassan, 285e mondial. Le match des occasions ratées pour Lucas qui ne convertit aucune de ses 7 balles de break de la rencontre. Mené 4-3 break dans la première manche, le monégasque est à 0,40 sur le service d'Hassan, mais ne parvient pas à débreaker. Premier set 6-3 pour le Liban. Lucas Katarina a ensuite au moins une balle de break sur chaque jeu de service d'Hassan, mais le Libanais négocie mieux les points importants avec son jeu tout en variation. Il n'hésite pas à utiliser l'amorti ou à monter au filet pour terminer les points. Plus solide, il break plusieurs fois le monégasque pour prendre les commandes 5-0 et s'imposer en 2-7, 6-3, 6-1. Monaco se retrouve dos au mur, Émilie, avant d'entamer la deuxième journée demain. Oui, une deuxième journée que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info à partir de 10h30 avec vous, Frédéric, aux commentaires. Vous serez accompagné par notre consultant Laurent Orsini. Dans un tout autre domaine, le comité scientifique de la Fondation Prince Albert II de Monaco s'est réuni aujourd'hui pour examiner les demandes de financement concernant des projets d'ordre écologique. Pour cette deuxième session annuelle, 10 projets sur 14 ont reçu un avis favorable. Je vous propose d'écouter à ce sujet Philippe Mondielli, le directeur scientifique de la Fondation. C'est très varié, hein. Il y a des projets terre, il y a des projets mer, il y a des projets à l'interface de la terre et de la mer, un peu dans toutes les régions du globe. Voilà. Et puis des projets sur lesquels on a un historique, comme par exemple un projet sur l'acidification des océans et sur les méthodes de géo-ingénierie qui méritent d'être absolument étudiés et surtout étudier leur impact. On peut parler d'un projet dans le delta du Mekong qui est vraiment un delta où il y a de vrais problèmes au niveau des populations comme de l'écosystème. Il y a notamment la grue Antigone qui est le plus grand oiseau du monde qui est là-bas. Et donc voilà, c'est un projet intéressant où on se dit que en même temps on travaille sur la biodiversité et en même temps on travaille sur le bien-être des populations. Donc pour nous, voilà un projet comme tant d'autres qui est très satisfaisant. Oui, ça va dans le bon sens et on espère quand même apporter notre contribution à la nature, à l'environnement et je pense que voilà, c'est le bon chemin. Dans le reste de l'actualité en bref, nous vous en parlions hier, le Méridien Beach Plaza fête cette année ses 50 ans. Une réception a été organisée hier pour célébrer cet anniversaire en présence notamment du Prince Albert II. L'établissement construit en 1972 dans le quartier du Larvoto ne cesse de se renouveler pour séduire sa clientèle et a encore de nombreux rêves à accomplir. Reconnaissable au premier coup d'œil, la Fiat 500 sera à l'honneur dimanche pour la 4e édition de la promenade de fin d'été, un événement organisé par le club Fiat 500 Monte-Carlo qui prendra son départ à 9h30 depuis la place de la mairie pour une balade entre mer et montagne, direction Dolce Acqua pour la Topolino, avec un panorama exceptionnel sur la Méditerranée. La Fiat 500 qui s'est d'ailleurs mise à l'électrique, elle figurait parmi les voitures engagées dans le Riviera Electric Challenge. La 8e édition vient de s'achever après 2 jours de parcours. Le reportage de Sarah Meunier.
C'est un rallye placé sous le signe de la convivialité. L'arrivée de la 8e édition du Riviera Electric Challenge s'est faite hier, comme à son habitude, sur la place du Palais en présence du prince souverain. Parti de Cagnes-sur-Mer mercredi, les 41 voitures se sont lancées pour 2 jours sur les routes françaises, italiennes et monégasques. Mais attention, la Riviera Electric Challenge n'est pas une épreuve de vitesse, mais de régularité. Et parmi les participants, 2 équipages de la mairie de Monaco. Premier équipage féminin, donc on est assez ravis justement de ça. L'année dernière, on n'était pas sur les premières, il y avait une équipe devant nous. Donc cette année, c'était un podium qu'on voulait avoir. Voilà, et je crois 8e au classement général, donc c'est pas mal. C'est important pour la mairie de Monaco de participer à ce rallye électrique et de promouvoir en fait justement les véhicules électriques et de pouvoir montrer qu'on peut faire beaucoup de kilomètres malgré ce que certains peuvent penser. Le rallye se veut de plus en plus professionnel. Carnet de bord, temps et vitesse à respecter sont autant d'impératifs auxquels les participants doivent se plier. Un point pris très au sérieux pour l'équipe formée par la mairie de Monaco et celle de Dolce Acqua, arrivée première du classement général à bord de sa Chianiro. C'est un rallye sérieux parce qu'aujourd'hui, ça aurait été très facile de dire « Ah, on va jusqu'à Dolce Acqua et on revient à Monaco avec une voiture électrique ». Tout le monde sait qu'on peut faire ça, mais quand on inclut des épreuves sportives de régularité, donc on impose une moyenne et un parcours, eh bien on est forcément plus dans le jeu, on est plus dans l'action et on a prouvé aujourd'hui que ces voitures peuvent servir la semaine pour travailler ou pour se déplacer et dans le week-end, on peut jouer avec. Mais on n'oublie pas de s'amuser pour autant. La prochaine édition du Riviera Electric Challenge est fixée pour septembre 2023. Le rendez-vous est pris. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil aux prévisions météo. Bonsoir Yannick de Bever, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de demain? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Malheureusement non, ce samedi sera marqué par un nouvel épisode pluvieux en plein cœur de la journée avec quelques rafales de vent pouvant atteindre 30 km/h. Il faudra peut-être ressortir le pull puisque la pluie fera bien baisser les températures avec un delta compris entre 17 et 23 degrés. Ce samedi, nous fêtons la Saint-Renaud et je vous laisse avec une citation de Voltaire « Il n'y a de jeunes que ceux qui se portent bien ». Et vous aurez le week-end pour méditer sur cette citation. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, samedi, pour une nouvelle édition. En attendant, on se quitte avec les photos de Stéphane Dana sur le concert hommage à la princesse Grace, disparue il y a 40 ans déjà. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.